Bonjour, je suis Céline Casté-Renard, professeure à l'Université Toulouse-Capitole et membre de l'Institut universitaire de France. Alors effectivement, le contrat électronique présente certaines particularités dans sa conclusion. Je retiendrai la plus célèbre et la plus symptomatique. C'est la formalité du double clic, donc le fait de devoir cliquer 2 fois pour manifester une acceptation, qui est une condition de validité du contrat de commerce électronique. Mais au-delà de cette obligation qui découle de la directive 2031, donc relative au commerce électronique, au-delà de cette obligation particulière, le contrat de commerce électronique se caractérise aussi par l'obligation pour le professionnel qui s'adresse à un consommateur, donc quand on est dans des relations de consommation, l'obligation de présenter énormément d'informations sur le produit ou le service, et également des informations le concernant, puisqu'on part du principe que le contrat est conclu à distance et par voie électronique, donc on ne connaît pas le produit, on ne connaît pas le service, on ne connaît peut-être même pas le professionnel qui propose ce produit. Donc il faut compenser cette disparité de situation, finalement, il faut compenser par l'information. Et donc ces obligations reposent sur le droit de la consommation et sur la réglementation antérieure finalement à la directive commerce électronique de 2000, repose en particulier sur la directive de 97 sur les contrats conclus à distance, qui a été réformée par la directive du 25 octobre 2011 sur la protection des consommateurs. Et lors de cette réforme, on a augmenté encore les obligations d'information, on a précisé exactement ce qui devait être dit aux consommateurs. Et surtout aussi, cette réforme a eu pour objectif de bien préciser le régime juridique de la rétractation, qui est aussi une particularité, alors pas simplement du contrat de commerce électronique, une particularité du contrat conclu à distance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le contrat à distance est surtout conclu par voie électronique. Donc ça n'est pas un formalisme à proprement parler, cette rétractation, mais c'est une particularité du contrat dans l'exécution et même au-delà de l'exécution, puisque la rétractation est mise en œuvre une fois que le contrat a été exécuté par les deux parties. Et donc c'est une remise en cause du contrat, ce qui est une exception tout à fait importante du droit des contrats. Puisqu'on va le remettre en cause en exerçant ce droit qui est tout à fait arbitraire. On n'est pas du tout obligé d'expliquer les raisons pour lesquelles on se rétracte. Et lors de la réforme de 2011, on a vraiment précisé la durée de la rétractation qui est de 14 jours pour tous les pays de l'Union européenne, alors qu'auparavant on avait affaire à une harmonisation minimale d'au moins 7 jours. Donc là, il y a vraiment eu, sur cette question-là, il y a vraiment eu une volonté d'harmoniser c'est une harmonisation totale, une volonté de ne pas laisser de marge de manœuvre aux États membres. Et dans cette directive, on trouve effectivement un certain nombre de dispositions qui s'imposent aux États. Alors ça, c'est vraiment une question fondamentale, la construction d'un droit européen des contrats. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives, en particulier initiatives doctrinales, universitaires, au début des années 2000, dans l'objectif d'essayer de créer un code civil ou un cadre commun de référence. Il y a eu beaucoup d'obstacles dans certains pays, comme ce fut le cas en particulier en France, parce qu'effectivement, il y a quand même d'abord un problème, ou en tout cas une question de compétence. Le droit des contrats reste de la compétence des États, et c'est vrai qu'on a affaire à un droit véritablement ancien, ancré dans les traditions juridiques, dans les cultures juridiques, et il est très difficile de rayer d'un trait de plume plusieurs siècles de construction d'un droit des contrats. Donc c'est vrai que l'objectif paraissait très ambitieux, l'intérêt de le faire n'était pas évident, donc là il y a eu un peu une inadéquation entre l'objectif politique annoncé et le besoin pratique finalement de le faire. Néanmoins, je pense que si on n'a pas abouti à construire véritablement un droit européen des contrats, on arrive, et on le voit bien en droit de la consommation, on arrive à créer un droit commun
sur certains aspects du droit des contrats. Donc en matière de consommation, c'est assez clair, puisque un certain nombre de directives ont été prises en la matière, comme sur la vente à distance, également sur la protection des consommateurs. Et donc, ce faisant, on arrive quand même à élaborer des règles communes sur des aspects contractuels. Mais en dehors de cet exemple du droit de la consommation, on peut trouver également une forte influence de cette construction minimaliste peut-être du droit des contrats, mais cette construction parcellaire qui entre par la petite porte par le biais du numérique. On le voyait déjà au travers de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, où finalement on régule certains aspects du contrat. Et c'est vrai que les questions se posant de manière tout à fait nouvelle pour tous les États, il était plus facile à ce moment-là d'adopter des règles communes dès le départ, ce qui n'est pas le cas pour le droit des contrats en général, puisque évidemment c'est un droit bien plus ancien. Donc c'est vrai qu'avec la matière numérique, on a l'avantage finalement que les questions soient récentes, les problèmes soient récents et communs à tous les États, ce qui favorise certainement l'harmonisation et le fait de choisir des règles communes. Il y a aussi une deuxième raison, à mon avis, de l'influence du droit du numérique dans la construction des contrats, c'est que le numérique est aussi un merveilleux outil pour faire des contrats transfrontaliers. Et c'est justement sur le fondement de ce caractère transfrontalier que se base la compétence de la Commission européenne pour faire ces propositions de directives. Donc dès lors qu'il s'agit de parachever le marché intérieur et d'encourager en particulier les ventes ou les prestations de services transfrontalières, la Commission estime que ça rentre dans le champ de compétences de l'Union européenne sur le fondement de l'article 114 du marché intérieur, 114 du TFUE. Donc évidemment, le numérique et en particulier l'Internet qui permet la conclusion de contrats transfrontaliers va être l'outil de prédilection pour pouvoir conclure ces contrats transfrontaliers, pour pouvoir fonder la compétence de l'Union européenne. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le numérique prend cette importance en droit des contrats. Donc quelques prémices en 2000 avec la directive commerce électronique, mais surtout en décembre 2015, 2 propositions sur la vente en ligne et sur la fourniture du contenu numérique, alors qui paraissent être des dispositions spécifiques, dont l'objet est assez spécifique. C'est ce qui est vrai, c'est assez particulier, on est très loin d'un code civil sur les contrats. Néanmoins, ce sont quand même des façons de construire du droit des contrats communs européens, même si l'objet contractuel est un contrat très spécial, même s'il s'agit d'un contrat très spécial. Néanmoins, on est quand même en train d'élaborer des règles communes sur certains aspects du contrat pour parvenir peut-être à retravailler sur un droit commun européen de la vente, si ce n'est un code civil qui paraît quand même être une perspective assez lointaine, mais peut-être un droit commun européen de la vente au travers en tout cas de la vente en ligne. C'est le biais, si on peut dire, par lequel passe aujourd'hui la Commission européenne dans la construction du marché unique numérique.